welcome to Africa This Week. In this edition, we bring you top stories shaping the continent, from politics to culture, society and sport. Let's get started. Drama in Kenyan politics as Deputy President Rigathi Gachagua has been impeached. Kenya's Senate impeached the Deputy President Rigathi Gachagua while he was in the hospital on Friday. Senators upheld 5 out of 11 charges against Gachagua in a vote late Thursday, making him the first Deputy President in the country to be ejected from office through impeachment. Meanwhile, a process is underway to replace the Deputy President. Let's now take a moment to look at the time when the President of the Kenyan National Assembly announced the replacement of the Vice President. Honourable members, pursuant to the provisions of Standing Order 42.1, I wish to report to the House that today morning I have received a message from His Excellency the President regarding the nomination of Professor Kithure Kindiki, EGH, to fill the vacancy which has occurred in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya following the impeachment of the previous office holder. Well, this is the situation that is in Kenya right now, causing tensions in the Kenyan political landscape. And to better understand what is happening in that part of Africa, we have here with us in the studio Blandine Jinka. Blandine, hello, and thank you for joining us. Well, we are talking about the impeachment of Kenyan Deputy President Rigathi Gachagua. How did all of that come about? Well, thank you, Joy, for having me. Now, the Vice President Rigathi Gachagua, who was facing impeachment proceedings the 17th of October, finally was impeached on Friday the 18th. But I'll tell you something, he was facing 11 charges, and mostly on corruption charges and violation of the Constitution. And yeah, those were mainly the reasons why he faced impeachment the 17th of October. Well, looking at things, Blandine, clearly did not work for Gachagua at all. Unfortunately, Joy, I'll tell you, the way he handled this case didn't bode well for him. First of all, after, you know, he was aware of the fact that he had to face this impeachment, he actually went to the High Court to seek for an appeal, which was denied. Bear in mind also that according to the Kenyan Constitution, they needed two-third majority of the Senate to confirm his impeachment. And unfortunately for him, the day when he was supposed to make his case at the Senate House, he was absent for sick reasons. That actually didn't end well for him, because on Friday the 18th, he was impeached. And on that same day, the President, William Ruto, nominated a Vice President, no other person than Kithure Kindiki, who was actually the former Interior Minister. So as everything turned out, I'll just say that it seems like the Kenyans were actually looking forward to oust him out of position. That's exactly what is happening in Kenya, Blandine. Note that the Kenyan High Court has issued a temporary order stopping the swearing-in of the president's nominated vice presidential candidate, Kithure Kindiki, who will eventually replace Gachagua. Kenyan newspapers this morning said that it is some sort of a power tussle between the president, impeached Gachagua, and the law. Our ears will be on the ground, Blandine. Thank you very much. Definitely. Our ears will be on the ground. And might I say that Kenya actually is the first African nation to impeach their vice president. Thank you so much, Blandine, for being with us today. Thank you for having me, Joy. Ladies and gentlemen, don't go nowhere. We'll be right back. Away from Kenya, ladies and gentlemen, now let's go to Niger to meet our correspondent Jean-Marc Bicok, who is going to tell us about the ongoing tussle between Côte d'Ivoire and Burkina Faso. For several months now, due to the former's criticisms of the latter's actions. Now, the dispute arose after over 100 Burkinabe refugees were sent back to the border, which Burkina Faso sees as a violation of humanitarian rules. Jean-Marc Bicok. Tension entre Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. La situation s'est amplifiée il y a quelques mois aujourd'hui lorsque les autorités burkinabées ont dénoncé un mépris des règles humanitaires après le renvoi de 173 Burkinabés à la frontière. Ces 173 civils réfugiés en Côte d'Ivoire avaient été renvoyés au Burkina Faso
et hébergé dans les locaux d'une association dans la ville burkinabé de Niangoloko, proche de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Une mission gouvernementale composée de la ministre de l'Action humanitaire, Nyandi Diallo, et du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, s'était rendue sur les lieux le 18 juillet 2024. Des dispositions avaient été prises pour venir en aide à ces personnes refoulées de Côte d'Ivoire. Pour les ministres burkinabés, cela était injuste. Ils avaient critiqué véhément leur homologue ivoirien, estimant qu'ils avaient violé les dispositions des conventions internationales sur le statut des réfugiés. Le ministre Jean Rim Talaba Ouedraogo, porte-parole du gouvernement, avait dit, je cite, « Nous ignorons les intentions réelles des autorités ivoiriennes ». Le 23 septembre 2024, dans un communiqué lu à la télévision nationale burkinabé, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a déclaré que plusieurs tentatives de déstabilisation avaient été déjouées. Plusieurs ressortissants burkinabés vivant à l'étranger et plusieurs autres personnes impliquées, notamment des groupes terroristes, des militaires et des politiques qui œuvraient depuis la Côte d'Ivoire. Le régime militaire au pouvoir au Burkina Faso a affirmé avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation impliquant l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et plusieurs anciens ministres. La Côte d'Ivoire, accusée à nouveau d'avoir installé à Abidjan un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso, de connivence avec des puissances occidentales. Accusation que renie la Côte d'Ivoire et tout le gouvernement ivoirien qui ne se reconnaît pas dans ce que déclare le Burkina Faso, même si l'on se souvient encore des propos du président Alassane Ouattara qui était monté au créneau disant être prêt à envoyer des troupes militaires au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum dans son fauteuil présidentiel. Jean-Marc Bikok is now joining us live from Niger. Hello, Jean-Marc Bikok, how are you doing and how is Niger today? Oui, bonjour Joy et bonjour à tous les téléspectateurs de Global LTV. Alors, le Niger se porte très bien. Je suis en ce moment dans la ville d'Agadez, située à 1783 km de la capitale Niamey, précisément à 13h42 de route, voilà, en voiture. Agadez, c'est une ville très importante au nord du Niger qui est située à l'entrée du grand désert du Sahara. Tell us, Jean-Marc, are relations still tensed between Burkina Faso and Côte d'Ivoire? What exactly is happening today? What is the situation now? Oui, effectivement, Joy, les relations sont tendues entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Cela remonte au 18 juillet de cette année 2024, lorsque 173 Burkinabés ont été refoulés, voilà, de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait violé donc les lois des règles humanitaires, puisque ces 173 réfugiés étaient en Côte d'Ivoire. Ils avaient donc été refoulés et le Burkina Faso a accusé la Côte d'Ivoire de n'avoir pas respecté le code de l'humanitaire. Et ces 173 Burkinabés avaient donc été accueillis à Niangoloko. C'est une ville qui fait frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Les autorités du Burkina Faso étaient allées voir, voilà, ces 173 Burkinabés. Et puis, ces autorités étaient vraiment dépassées par ce que vivaient voilà, leurs ressortissants. Et le ministre de la Sécurité avait d'ailleurs dit, je cite, « Je ne connais véritablement pas les intentions de la Côte d'Ivoire ». A lot of people, we understand that a lot of people have been arrested in Niger over the last few months, including an Ivorian journalist working in Niger. What accounts for his arrest?
Oui, effectivement, un journaliste ivoirien, nommé Serge Mathurin Ado, très connu au Niger, qui fait de la télé depuis 1994 au Niger, ça fait 30 ans aujourd'hui. Il travaillait pour un média privé, Canal 3, il était également correspondant de BBC dans le monde du sport. Et c'était quelqu'un de très connu au Niger parce qu'il a eu à présenter la cérémonie du Ballon d'Or nigérien récemment où Samuel Eto'o était invité, il était le maître de cérémonie. C'est quelqu'un qui était très proche des autorités, il avait présenté d'ailleurs, il était le maître de cérémonie de l'an 1 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au palais des congrès de Niamey à Mamad Gandhi. Il avait présenté plusieurs événements, Serge Mathurin Ado, alors qui est donc aux arrêts depuis parce que selon le communiqué rendu public par le Burkina Faso par le ministre Mahamadou Sana, c'était le 23 septembre dernier, Serge Mathurin Ado est accusé d'avoir hébergé un commandant burkinabé qui était arrivé à Niamey pour un plan machiavélique de déstabilisation qui avait un agenda très bien précis. Et selon le communiqué rendu public par les autorités du Burkina Faso, il avait remis 4 téléphones à Serge Mathurin Ado à but funeste qui avait pour objectif d'éliminer plusieurs personnes, on ne sait pas de qui il s'agit. Donc voilà les raisons qui ont été évoquées concernant l'arrestation de Serge Mathurin Ado, le journaliste ivoirien officiant au Niger depuis 1994. Mais à ce jour, les autorités du Niger n'ont fait aucun communiqué concernant l'arrestation de Serge Mathurin Ado. Thank you very much, Jean-Marc Bikok, all the way from Niger. Thank you for being with us on the program. I must say, journalism is not a crime. African journalism and African journalists are not criminals. However, journalists must learn the laws of each country where they practice and also stay within the ethics and deontology of the profession. Ladies and gentlemen, we'll be right back. In Cameroon, the National Anti-Corruption Commission, better known by its French acronym CONAC, has reported that the state of Cameroon lost over 114 billion francs CFA to corruption in the year 2023. Our reporter Pauline Otu covered this story. Au total, ce sont plus de 114 milliards de francs CFA perdus au Cameroun du fait de la corruption. C'est ce qui découle du 13e rapport de la Commission anticorruption au Cameroun, lequel révèle également une augmentation des actes de corruption dans plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs éducatifs, des collectivités territoriales décentralisées et dans les transports. Tenez par exemple, les dénonciations concernent le Moyen-Âge des recrutements des élèves, l'achat des places, le trafic d'influence dans le secteur éducatif. Ces chiffres sont en haute croissance par rapport à l'année 2022. On parle de plus de 102 milliards de francs CFA. La situation est de plus en plus inquiétante. Il est important de relever que le rapport ne fait pas mention des actes de corruption cités dans les affaires Glencore et Bourdon. Dans ces deux affaires, les agents publics exerçant à la Société nationale des hydrocarbures et à la Direction générale des impôts sont accusés d'avoir perçu des pots de vin. Après quoi, on s'interroge sur les voies et moyens à mettre en place pour éradiquer au mieux ce fléau de la société. Well, joining us now in the studio is Pauline Otu. Paul, you covered this story. What did you find as some of the repercussions of corruption in Cameroon and in Africa in general? Bonjour Joy, eh bien il faut dire que la corruption a d'énormes répercussions. Vous imaginez bien sûr négatives sur la société. Premièrement, elle représente un énorme frein au développement économique puisqu'elle détourne les fonds initialement prévus pour le développement des infrastructures, de l'éducation, de la santé et bien d'autres domaines. Également sur le plan socio-politique, elle a un très grand impact puisqu'elle favorise les inégalités sociales qui peuvent parfois dériver ou encore aboutir sur des crises sociales, des tensions entre les civils et bien d'autres conséquences. Si on prend le cas du Cameroun, par exemple, où le rapport de la CONAC fait mention de plus de 114 milliards de francs CFA détournés, vous vous rendez compte que tout cet argent aurait pu servir à faire
plein de choses dans la société camerounaise et encore que le dit rapport ne mentionne pas tous les cas de corruption. On a entendu le rapport de la CONAC qui signale justement que les cas des affaires Glencore encore sur la table n'ont pas été évoqués dans ce rapport. Well, to say, Paulinez, this is just for the visible part of corruption in Africa, and not to even mention the case of Cameroon. Now, people are aware of these consequences, but this phenomenon persists. What do you have to say about that? Alors, il faut dire que les États aujourd'hui multiplient tout ce mettent sur pied tout ce qu'il faut pour essayer de venir à bout de la corruption au Cameroun. Par exemple, plus spécifiquement, la CONAC, la Commission nationale anticorruption, a été créée en 2006 pour surveiller et lutter contre la corruption, de même que l'Agence nationale d'investigation financière. Pour le cas de l'Afrique en général, il faut dire que l'Union africaine est l'organe principal qui a été mis sur place pour lutter contre la corruption, justement prévenir ce fléau, mais également la promotion de la transparence à travers de nombreuses organisations, à l'instar du Open Government Partnership. Il faut également parler de la sensibilisation, l'éducation qui est faite constamment autour de la corruption pour justement informer les citoyens de ce que ce fléau peut avoir comme conséquence. Est-ce que ça porte ses fruits vu que le mal persiste, comme on l'a dit? Well, Paulinez, like you rightly said, we hope that with all of these hundreds of institutions in our continent, this corruption that is a cankerworm would one day leave us alone in Africa. Thank you so much, Paulinez, for being part of the program today. Merci. Well, ladies and gentlemen, up next, Burkina Faso has declared the month of October as Local Consumption Month. Meanwhile, Francis Ngannou once again made headlines after his victory over the weekend against Brazilian Renan Ferreira. Stay with us. We are now going to Burkina Faso, where the president, Captain Ibrahim Traoré, presided over the launch of the 5th edition of Local Consumption Month of the West African Economic and Monetary Union member states in Ouagadougou. This year's event holds under the theme Local Consumption, a lever for industrial development, competitiveness, and resilience for Waimu economies. This event is organized by the Ministry of Industry, Commerce and Handicrafts and the Waimu Commission. Our correspondent from Burkina Faso, Dabone Sarah, is live with us right now. Dabone Sarah, if you are here, please tell us what is the objective of the Local Consumption Month. Salut Joy, oui, le 25 octobre 2019, les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont institué le mois d'octobre comme le mois du consommant local. Et le but de ce mois consommant local est de promouvoir les produits locaux afin de soutenir les économies locales pour un développement endogène. Cette initiative sensibilise les consommateurs aux avantages de l'achat de produits fabriqués ou cultivés localement tout en valorisant les savoir-faire traditionnels. Well, can you, Sarah, please tell us what are some of the most popular local dishes of Burkina Faso? Les mets locaux les plus populaires au Burkina Faso sont essentiellement le tho, un plat à base de farine de maïs ou de mil, accompagné de sauces comme la sauce gombo ou la sauce oseille. On a aussi le babenda, un plat traditionnel fait de feuilles vertes mélangées à du riz et de l'arachide. Le pois de terre, accompagné de boules de petits mil appelées sounepigri. Les mets locaux sont divers et variés. Chaque ethnie a un mets local avec lequel elle s'identifie. Well, Sarah, in a context that is largely influenced by international dishes, how do Burkinabés succeed in prioritizing their local dishes? Les mets locaux restent prisés au Burkina Faso malgré la présence croissante de cuisine internationale, car le burkinabé est d'abord patriotique. En effet, les plats locaux font partie intégrante de l'identité burkinabé. Ils sont associés aux traditions et à l'héritage culinaire transmis de génération en génération. Les Burkinabés ont une affinité naturelle pour les saveurs de leurs plats traditionnels qui sont adaptés à leur climat
et leur culture. Thank you so much, Dabone Sarah, for joining us all the way from Ouagadougou in Burkina Faso. Personally, I think it's high time that Africans valorize their locally made goods. We have a variety of cuisine in Africa. We need to consume local for a healthier lifestyle. Not only local dishes, but African style, African fashion in general. As the UN Secretary General says, African-led solutions to African-led problems. We'll be right back. Stay tuned. And in sports, in one of our top stories on the continent over the weekend, Francis Ngannou. Let's now look at the moment Francis Ngannou made the dedication of his victory to his son. A very proud moment there for Africans. A very proud moment for Cameroonians, to be precise. I mean, you would be proud to if you were a Cameroonian. We have here with us in the studio a proud Cameroonian himself, Colin Bekatal. Hello, Colin, and thank you for joining us. So you watched this fight. I mean, I watched this fight too. What, according to you, was most remarkable during this fight? Justement, Joy, salut et bien. Voici 2 ans et pratiquement 3 mois que Francis Ngannou était absent des MMA. Il signe son grand retour, mais de quelle façon? C'est un secret de polichinelle que de dire que la dernière victime, c'était Renan Pereira, le Brésilien. Maintenant, pour revenir à ta préoccupation, eh bien, ce qui était le plus impressionnant, c'est le caractère expéditif de ce combat. Ce jour à Riyad, il n'y avait pas que ça, Francis Ngannou qui a combattu. La plupart des autres combats sont arrivés à ce qu'on appelle à terme la décision. Ça veut dire que le collège des arbitres statuait, procédait au décompte des points pour savoir, à fin de compte, qui est celui qui avait gagné. Mais Francis Ngannou les a dispensés de cette tâche. En 3 minutes et 3 secondes précisément, le Camerounais avait fini avec son devoir. Il a malmené, n'est-ce pas, son adversaire, le dépossédant complètement de son potentiel. KO, s'il était encore nécessaire de le dire. Et ce qui était le plus remarquable, c'est que son adversaire, c'était quand même 2,3 m de hauteur pour 117 kg de masse. Alors, on peut être impressionné de savoir avec quelle facilité est-ce que Francis Ngannou a dépossédé la ceinture de celui qui plus est était champion du monde. I mean, Colin, knockout in the first round of the fight, that was really remarkable. But what, according to you, made the difference? Eh bien, c'est le mental. Une des caractéristiques des Camerounais et surtout de ce gars, n'est-ce pas, originaire de Bati dans l'ouest de ce pays. On se rappelle, Francis Ngannou, comment est-ce qu'il est arrivé en Europe, comment est-ce qu'il a intégré, n'est-ce pas, ce tournoi, autant de difficultés qui sans doute ont constitué un capital inestimable de ce qui est son mental. S'il faut revenir maintenant au ring, pour ce qui est des combats, les deux derniers n'étaient pas bons, même si ce n'était pas dans la même discipline. On se rappelle surtout de celui contre Cyril Gane, où il a été humilié, complètement moqué par la presse occidentale avec des titres sérieusement élaborés pour saper son moral. On se rappelle aussi que Francis Ngannou a perdu son enfant. Ce n'était pas vraiment facile pour lui. Alors qu'on soit à ce point au creux de la vague, qu'on se propose ce challenge, il faut vraiment avoir un mental d'acier pour pouvoir y arriver. On peut donc dire en fin de compte que Francis Ngannou, il est fait de chair, puisque nous l'avons vu ému, mais il est aussi fait de fer, mentalement parlant. As we can say, Colin, the predator is back. Il faut dire que c'est un avertissement, n'est-ce pas, pour son prochain challenger. Yes. Thank you so much, Colin, for being part of the program. Au plaisir, Joy. Well, ladies and gentlemen, I mean, it's a very proud moment for Cameroon. Winning Brazil twice. I mean, come on. Cameroonians are definitely having their time in the world of sports right now. Ladies and gentlemen, this is the moment we draw the curtains for today's program. Thank you, Jean-Marc Bikok, all the way from Niger. Thank you, Dabone Sarah from Ouagadougou in Burkina Faso. Thank you to all the panelists who joined us today, ladies and gentlemen. It's been a pleasure guiding you through these stories that matter. Until next week, stay informed. Bye-bye.